Bienvenue sur TheraTalk, le podcast des solutions pour les thérapeutes en pleine expansion. Bienvenue dans ce nouvel épisode de TheraTalk, épisode un petit peu spécial aujourd'hui. C'est un hors-série de l'été parce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui qu'on travaille ensemble, qu'on fasse un exercice ensemble. Et cet exercice, c'est faire votre bilan de mi-année. Alors, je suis d'accord, la moitié de l'année, c'est en juin, on est censé faire ça à ce moment-là, on est un petit peu en retard, mais bon, si comme moi, vous n'avez pas eu le temps de le faire en juin, et que là, en juillet-août, vous avez un petit peu de temps devant vous, ou que vous êtes en vacances, mais que vous n'arrivez pas tout à fait à lâcher, que vous pensez de toute façon beaucoup à votre activité, que vous sentez que voilà, il y a des choses à venir travailler, mais ça peut être le moment aussi de faire ce travail-là pour bien préparer la rentrée, pour vous vider la tête aussi, et ensuite pouvoir bien profiter de vos vacances. Donc ce bilan de mi-année, il va surtout consister à se poser et à réfléchir. Mais avant ça, il va falloir faire un tout petit peu de calcul. On va venir déterminer 2 chiffres clés. Je pense que vous vous doutez de quoi je veux parler. On a d'abord le nombre de consultations moyen, soit par semaine, soit par mois, selon ce que vous préférez comme indicateur. Et on va aussi calculer votre chiffre d'affaires moyen mensuel. Donc faire ces calculs-là, ça va aussi permettre de voir si vous êtes bien organisé ou pas, si vous avez accès facilement à ces données. Donc pour le chiffre d'affaires, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Vous tenez votre comptabilité, donc vous trouverez facilement votre chiffre d'affaires de chaque mois depuis le début de l'année. Vous n'aurez qu'à additionner puis diviser par le nombre de mois et vous aurez votre CA moyen. Pour le nombre de consultations moyen par mois ou par semaine, soit vous avez déjà un outil qui vous permet d'avoir ces informations-là, ou vous faites déjà votre bilan tous les mois et vous faites déjà ce calcul. Sinon, il va falloir revenir sur votre agenda et faire le calcul. Vous allez regarder pour chaque semaine depuis le début de l'année et ensuite vous viendrez calculer la moyenne. Ça peut être un petit peu chronophage si vous n'êtes pas super bien organisé, mais c'est quand même hyper intéressant de venir faire ce calcul-là pour savoir où vous en êtes, quelle progression vous avez eue, si vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs ou pas, etc. Et cette moyenne, elle est hyper intéressante à calculer parce que souvent, on a un biais de négativité qui fait qu'on va beaucoup plus retenir les semaines où on a eu très peu de consultations, voire pas du tout, ce qui peut arriver quand on est en lancement, et à moins retenir les semaines où on a eu pas mal de consultations ou un agenda plein. Donc venir calculer la moyenne, lisser tout ça sur les 6 ou 7 derniers mois, ça va nous permettre d'avoir une donnée plus fiable et parfois assez surprenante et qui va faire plaisir et on va se dire ok, en fait je pensais pas que j'avais autant de consultations en moyenne et ça vient donner un regain d'énergie. Donc prenez le temps de faire ces 2 calculs là et une fois que ça sera fait, vous pouvez passer à la partie un petit peu plus réflexive de ce bilan de mi-année. Je vais vous donner pas mal de choses sur lesquelles réfléchir. La première chose à laquelle je voudrais que vous preniez un temps pour réfléchir, c'est quelle est la chose dans votre activité dont vous êtes le plus fier. Depuis là, le début de l'année 2024, qu'est-ce qui vous amène le plus de fierté ? Ça peut être les avancées que vous avez eues avec un client en consultation, en accompagnement. Ça peut être une offre que vous avez montée, par exemple un accompagnement de groupe, ou ça peut être quelque chose que vous avez fait pour faire connaître votre activité et qui vous a demandé de sortir de votre zone de confort. Par exemple, moi je pense que la chose dont je suis la plus fière par rapport à mon activité depuis le début de l'année, c'est d'avoir réussi à prendre sur moi et à me filmer pour faire des vidéos YouTube. C'est quelque chose avec lequel je suis normalement pas du tout à l'aise. J'ai réussi à prendre sur moi, à le faire plusieurs fois et ça devient de plus en plus facile, même si c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Donc prenez ce temps-là pour réfléchir à ce qui vous rend fier dans votre activité. Ça va vous permettre aussi d'identifier vos forces et ça c'est quelque chose dont on va avoir besoin pour venir faire le travail derrière de nos objectifs pour la suite de l'activité. À l'inverse, je voudrais que vous preniez un temps pour réfléchir à soit un échec, soit un regret que vous avez par rapport à votre activité depuis le début de l'année. Si je vous demande de réfléchir à ça, ce n'est pas du tout pour vous blâmer
ou pour vous mettre le moral à zéro, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est de venir réfléchir quand même à ça, hein, aux échecs, aux regrets, aux difficultés, pour pouvoir tirer les enseignements de ces événements-là. Donc par exemple, quelque chose que vous pourriez identifier comme un échec, ça va être, vous avez organisé votre premier live sur Facebook et il n'y avait personne. Ok, on peut considérer ça comme un échec, mais est-ce que ça veut dire que les lives Facebook, c'est pas du tout fait pour vous et que tout ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin de votre vie sera un échec? Non, c'est pas ça la leçon qu'il faut en tirer. On va plutôt venir analyser le pourquoi. Pourquoi ça a été un échec? Pourquoi il y avait personne sur votre live Facebook? Est-ce que vous avez bien communiqué en amont de l'événement? Est-ce que vos abonnés étaient au courant qu'il y avait ce live-là? Est-ce que vous avez vérifié que le sujet de votre live intéressait votre communauté? Est-ce que vous les avez sondés? Est-ce que l'horaire et le jour auquel vous aviez prévu ce live convenait aussi à votre communauté? Est-ce que vous avez posé la question? Et est-ce que vous avez communiqué en dehors de Facebook sur ce live, par exemple en envoyant un email à votre base de données, à vos clients, pour les prévenir de ça? S'il n'y avait personne à votre live, c'est certainement que beaucoup de ces choses n'ont pas été faites. Et parfois, ça peut être parce qu'on ne se sentait pas prêt et du coup, on ne communique pas assez bien sur nos événements et on se met nous-mêmes en situation d'échec. Donc, prenez un temps pour réfléchir, hein, quel que soit l'échec auquel vous pensez ou le regret que vous avez. Prenez un temps pour réfléchir au pourquoi ça s'est passé comme ça et comment vous pouvez améliorer cette situation si elle est amenée à se reproduire. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux, sur quoi vous devez travailler pour que ça se passe mieux. Prochaine réflexion à avoir, c'est quelle a été votre plus grande difficulté dans votre activité depuis le début de l'année. Et on va essayer de pousser la réflexion, de ne pas avoir quelque chose de hyper généraliste du type trouver des clients. Oui, c'est certainement une grande difficulté, mais qu'est-ce qui est compliqué pour vous actuellement dans le fait de trouver des clients? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à mettre en place pour trouver des clients? Est-ce que c'est parce qu'il faut mettre en place des choses au niveau digital et que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'informatique et que du coup ça vous bloque et vous ne faites rien pour vous faire connaître? Ce qui est une situation hyper courante, hein. Je ne dis pas ça du tout de manière jugeante. Voilà. Quelle est votre difficulté? Quels sont vos blocages? Qu'est-ce qui fait que cette chose est difficile pour vous aujourd'hui? Et normalement, cette réflexion, du coup, quand on se concentre sur le pourquoi, ça va nous donner des pistes de réflexion sur comment on peut décoincer la situation. Bon, là, on a fait pas mal de choses difficiles. On a une réflexion sur les aspects un petit peu plus problématiques de votre pratique. On va rebasculer du côté positif. Maintenant, je voudrais que vous notiez votre meilleur retour client. Donc ça peut être un avis qui vous a été laissé sur Google ou sur vos réseaux sociaux, ou ça peut être quelque chose qu'un client vous a dit en face à face. En tout cas, prenez un temps pour identifier quel a été vraiment le meilleur retour client que vous avez eu, celui qui vous a apporté le plus de joie, et essayez d'analyser aussi pourquoi c'est celui-ci qui vous a le plus touché. Généralement, ça va être parce que ça a appuyé sur quelque chose qui est important pour nous. Donc ça va aussi vous permettre de voir, ok, qu'est-ce que vous avez envie qu'il soit valorisé dans votre pratique, que ce soit par rapport à votre personne, votre façon d'être, ou par rapport à une méthode employée, quelque chose que vous faites différemment, etc. Donc notez-le, ce retour client, et vous pouvez même, si vous le souhaitez, l'imprimer, l'afficher quelque part. Ensuite, je voudrais que vous preniez un temps pour réfléchir à une critique constructive qui vous a été faite. Donc ça peut être un client aussi hein, qui peut vous avoir fait une critique, ou ça peut être quelque chose qui vous a été dit par rapport à votre façon de communiquer sur les réseaux sociaux, ou sur un flyer que vous avez fait, ou sur votre stand sur un salon bien-être, que sais-je. Mais en tout cas, essayez d'identifier une critique constructive qu'on vous a faite, pourquoi vous la trouvez constructive et qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour la prendre en compte. Et est-ce que cette critique constructive,
Est-ce qu'il y a des ponts qui peuvent être faits avec d'autres aspects de votre activité? Par exemple, si on vous a fait une remarque sur votre stand sur un salon bien-être, est-ce que cette remarque qu'on vous a faite, vous pouvez l'appliquer aussi à votre cabinet? Si on vous a fait une réflexion sur comment vous communiquez sur les réseaux sociaux, est-ce que ça s'applique aussi à votre communication dans la vraie vie? Prenez un moment pour réfléchir à ça, ce ne sera pas forcément le cas, mais ça peut être intéressant de se pencher sur la question. Point suivant de votre bilan de mi-année, si vous pouviez vous former sur n'importe quelle compétence pour votre activité, que ce soit lié à votre activité thérapeutique, donc par exemple une spécialisation, une nouvelle compétence, etc., ou que ce soit en lien avec tout ce qu'il y a autour de votre pratique, que ce soit pour vous faire connaître, ou que ce soit sur la partie administrative, par exemple, qu'est-ce que ce serait? Quelle est votre priorité? Quelle est la chose que vous avez identifiée où il vous manque une compétence ou vous avez très envie d'acquérir une nouvelle compétence? Vous pouvez éventuellement en lister une en lien avec votre pratique thérapeutique et une autre plus en lien avec l'entrepreneuriat en général. Donc là, vous avez déjà pas mal de choses sur lesquelles vous avez réfléchi. Tout ça, c'était ce que j'appelle les questions préliminaires qui nous aident à faire le point avant de passer à l'étape centrale de ce bilan de mi-année, qui est la partie objectif. Parce que le bilan de mi-année, il sert à faire un point d'étape et éventuellement à restructurer, à faire des ajustements dans votre stratégie, dans vos offres, etc. Mais avant de faire ça, il faut parler objectifs. Il faut faire le point sur les objectifs que vous étiez fixés en début d'année, peut-être en fixer des nouveaux. Mais en tout cas, c'est important de prendre le temps de faire ça puisque c'est ces objectifs qui vont vous guider et qui vont vous remotiver aussi si besoin. Quelque chose d'important à prendre en compte quand on parle objectif, c'est qu'il faut se fixer des objectifs qui sont vraiment alignés avec qui vous êtes. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous prendre en compte vous et vos valeurs plutôt que de se concentrer sur des objectifs qu'on se fixe généralement en tant que thérapeute, en tant qu'entrepreneur. Parce que si ça ne vous parle pas, vous n'aurez pas envie de les atteindre. Votre objectif, il doit vraiment être aligné avec qui vous êtes et sur ce que vous avez envie de suivre comme indicateur. Par exemple, ça va être inutile de vous fixer un objectif en termes de chiffre d'affaires mensuel si l'argent, c'est pas une motivation pour vous. Alors l'argent, oui, souvent, ça va être surtout une contrainte. Je pense à tous les thérapeutes qui se lancent et qui doivent avoir assez de revenus avec leur activité au moment où leurs droits au chômage seront terminés, ce genre de choses. Évidemment, l'argent, c'est une contrainte, mais votre objectif, il ne doit pas être source de stress. Donc on va éviter de venir se fixer ça comme objectif et comme indicateur, puisque c'est pas en soi une motivation, c'est un besoin, l'argent, mais c'est pas forcément la chose qui va vous motiver, c'est pas pour ça que vous avez cette activité de thérapeute. Donc à la place, vous pouvez vous fixer plutôt un objectif en termes de consultation par semaine ou par mois. Finalement, on est d'accord, ça reviendra peut-être au même, puisque vous pouvez vous fixer cet objectif en vous disant, ok, combien de consultations par semaine ou par mois en moyenne il me faut pour atteindre un certain chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un objectif mirobolant. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'argent, mais ça peut être valable sur d'autres choses. Quand vous pensez objectif, prenez un temps pour réfléchir, ok, est-ce que cet objectif-là, il est vraiment aligné avec qui je suis, avec mes valeurs, et est-ce que l'indicateur que j'ai pour suivre la réussite, le progrès de cet objectif, c'est quelque chose qui me parle et que j'ai vraiment envie de suivre? Est-ce que c'est quelque chose qui est source de stress ou est-ce que c'est quelque chose qui me motive, qui me parle? Donc je vous propose de commencer par faire le point sur les objectifs que vous étiez certainement fixés en début d'année, décembre 2023 ou janvier 2024, vous avez certainement fait un point et vous êtes dit ok, cette année mes objectifs pour mon activité c'est ça. Donc vous allez lister les objectifs que vous étiez fixés pour cette année et vous allez prendre un temps pour faire le point et vous demander où est-ce que j'en suis aujourd'hui pour chaque objectif. Où est-ce que j'en suis? Donc vous allez peut-être devoir refaire des calculs si vous avez des indicateurs à suivre, etc. Donc vous notez votre progression et ensuite vous prenez un temps de réflexion pour vous demander qu'est-ce que j'ai fait pour chacun de ces objectifs qui a fonctionné et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place qui n'a pas fonctionné. Et vous commencez à comprendre comment je fonctionne. À chaque fois, on va aussi se demander pourquoi ça n'a pas marché. Parce que si on s'arrête juste à qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'on se dit ok, je le referai plus, on passe à côté de certaines opportunités puisque si ça n'a pas fonctionné, c'est pas forcément parce que c'était pas une bonne idée, c'est peut-être qu'elle a été mal exécutée, par exemple.
Donc par exemple, je vais prendre l'exemple d'une cliente. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? Eh bien ça peut être d'avoir publié un réel par jour sur Instagram pendant 15 jours, avec un objectif de gagner en abonnés. Vous avez déjà certainement entendu dire que la meilleure façon d'avoir de la visibilité sur Instagram, de gagner des nouveaux abonnés, etc., c'est de publier des réels, d'en publier beaucoup. On voit passer des défis, un réel par jour pendant 30 jours, etc. Ça peut être une super stratégie. On a des élèves qui ont fait ça, pour qui ça a super bien marché, mais cette stratégie, il faut qu'elle soit bien exécutée. Et ça peut être quelque chose qui ne fonctionne pas si, par exemple, on n'a pas assez de temps à y consacrer pour bien le faire. C'est-à-dire qu'on va publier 15 réels moyens ou pas terribles. Parce qu'on n'a pris qu'une demi-journée pour tourner les 15 réels et qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir à ok, qu'est-ce qui intéresse ma communauté, mon public cible, de quoi il a besoin, qu'est-ce que je sais qu'il ne sait pas et qui peut l'aider aujourd'hui avec son problème, et sur la façon dont on présente ce contenu-là aussi, puisque les réels sont des vidéos courtes et on a tendance à les passer facilement si ça ne capte pas notre attention dès les premières secondes. Donc il faut travailler aussi les accroches. Donc vous voyez qu'on peut avoir une stratégie qui était intéressante, mais si elle a mal été exécutée, c'est quelque chose qui peut quand même ne pas fonctionner. Et ça va être intéressant de venir essayer de trouver le pourquoi. Ça n'a pas marché, pour pouvoir peut-être réimplémenter cette stratégie, mais de manière différente, en prenant plus de temps, en s'adaptant par rapport aux conclusions qu'on aura tirées. Et pareil pour ce qui a fonctionné, ça va être intéressant de se dire ok, pourquoi ça a marché. Je reprends le même exemple, un réel par jour sur Instagram pendant 15 jours, ça m'a rapporté en 2 semaines plus 50 abonnés. Pourquoi les gens ont eu envie de s'abonner? Quels sont les réels en particulier qui m'ont apporté de nouveaux abonnés? Quelles sont les thématiques que j'ai abordées? Comment j'ai présenté l'information? Quelle était mon accroche? Qu'est-ce que je peux reproduire? Donc on prend un temps de réflexion pour pouvoir tirer les enseignements de ce qui a marché et de ce qui a moins bien marché dans les choses que vous avez mis en place. Dans votre activité en elle-même, ça peut être par exemple si vous avez fait un accompagnement de groupe qui a super bien fonctionné, pourquoi ça a mieux marché que par exemple les consultations individuelles, ou ça peut être sur ce que vous avez mis en place pour vous faire connaître, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas. Autre question à vous poser, qu'est-ce que vous aviez prévu de faire que vous n'avez finalement pas fait? L'idée, encore une fois, c'est pas de se blâmer, c'est de voir quelles étaient les idées qu'on avait et qu'on n'a pas encore exploitées parce qu'on n'a pas eu le temps ou parce que finalement on s'est dit que ça ne marcherait pas, et vous demandez est-ce qu'il est toujours temps de le faire et si oui, quand? Par exemple, si vous vouliez lancer une offre, un accompagnement sur plusieurs mois, vous ne l'avez pas fait parce que vous avez manqué de temps, est-ce que vous pouvez travailler dessus cet été pour lancer ça à la rentrée ou à l'automne? Demandez-vous si ces idées que vous aviez là, vous avez toujours envie de les faire, si entre-temps vous pouvez affiner ces idées-là. Par exemple, cet accompagnement-là, vous l'aviez envisagé sur 3 mois, en fait vous vous dites que c'est plus intéressant sur 2 ou sur 4, ou que la thématique, il faut peut-être la changer, etc. Et une fois que vous avez listé les actions que vous aviez prévu de faire et que vous avez toujours envie de mettre en place, bloquez dès maintenant un ou plusieurs créneaux pour le faire. Sinon, vous risquez au prochain bilan, en décembre ou en janvier, de vous retrouver avec toujours ces choses-là que vous n'avez pas pu faire. Donc on est proactif et on bloque dès maintenant des créneaux pour mettre en place les choses qu'on a envie de faire pour notre activité. Donc là, on a fait le point sur les objectifs que vous étiez fixés au début de l'année. Maintenant, on va prendre un temps pour voir si vous avez de nouveaux objectifs. Parce que peut-être que dans les objectifs que vous étiez fixés en début d'année, il y en a qui sont atteints, ou il y en a que vous voulez laisser tomber parce que c'est plus aligné, c'est plus ce que vous avez envie de faire. Donc on va venir remplacer ces objectifs-là. Quand vous formulez ces objectifs, assurez-vous qu'ils soient SMART. SMART, c'est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Je vais prendre un exemple d'objectif qui est formulé avec la logique SMART. En décembre 2024, j'aurai accompagné 10 clients avec mon offre signature. Donc, on commence par le temporellement défini. À quel moment cet objectif doit être atteint? En décembre 2024.
J'aurai accompagné 10 clients avec mon offre signature. C'est spécifique, cet objectif il concerne que cette offre-là et pas tout mon catalogue d'offres. C'est mesurable facilement. Je vais pouvoir savoir facilement combien de clients j'ai accompagnés avec cette offre. Et il faut que ce soit à la fois ambitieux et réaliste. Donc si on n'était pas réaliste, je dirais qu'en décembre 2024, il faut que j'ai accompagné 50 clients avec mon offre signature. Et au contraire, on ne va pas tomber non plus dans des extrêmes et se dire 2 clients. Ça va pas être assez ambitieux, ça va pas nous motiver. Donc il faut trouver ce juste milieu entre ambitieux et réaliste. Donc là, ça nous fait en moyenne 2 clients par mois. Sur cette offre signature, ça semble assez jouable, évidemment à adapter en fonction de où vous en êtes dans votre activité et de ce que vous avez déjà mis en place pour vous faire connaître, pour attirer vos clients cibles. Un autre exemple d'objectif SMART, en octobre 2024, 50 nouvelles personnes se seront inscrites à ma newsletter. Donc là aussi, on a quelque chose de spécifique. Cet objectif-là, il concerne que la newsletter. Il ne concerne pas toute la communication en général. Et ça va être beaucoup plus facile de mesurer ce succès-là et de prendre les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. Par exemple, si vous voulez plus de nouvelles personnes inscrites à votre newsletter, il va falloir donner quelque chose à vos prospects, à vos clients cibles, pour qu'ils aient envie de s'abonner. Donc ça peut être par exemple un contenu gratuit, ça peut être un exercice, une méditation guidée, ça peut être un petit e-book, et il va falloir s'inscrire, donner son adresse email, s'inscrire à votre newsletter pour recevoir ce contenu-là. Donc cet objectif, en face, il va y avoir des actions spécifiques à mettre en place et vous allez pouvoir, pour chacune de ces actions, puisqu'il va falloir créer ce e-book, il va falloir paramétrer l'outil qui vous permet de l'envoyer en échange de l'adresse email, il va falloir paramétrer derrière quels emails vous voulez envoyer aux personnes qui se sont inscrites pour recevoir ce contenu-là. Votre newsletter, il va falloir décider à quelle fréquence vous voulez l'envoyer, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans, quelles offres vous voulez promouvoir, etc. Donc il y a toute une stratégie autour de cet objectif et comme il est spécifique, ça nous permet d'être très précis sur les actions à mettre en place et de pouvoir créer un calendrier qui est vraiment en lien avec cet aspect-là de notre communication et de ne pas s'éparpiller. Quand on est par contre spécifique à ce point sur nos objectifs, ça donne envie de s'en fixer plein. Mais vraiment attention à ne pas vous fixer trop d'objectifs, parce que vous êtes une seule personne. Vous ne pourrez pas être partout à la fois, donc il va falloir prioriser. Vous allez vous fixer plusieurs objectifs, mais vous n'allez pas travailler sur tout simultanément. Vous pouvez vous dire, ok, ça c'est mon objectif. L'objectif sur la newsletter, eh bien, je peux mettre tout ça en place en septembre. Et à partir d'octobre, je travaillerai sur ma nouvelle offre, ou je travaillerai sur mes réseaux sociaux, où je travaillerai à améliorer mon site internet. Vous pouvez travailler en tout cas par bloc de temps, essayez de ne pas vous éparpiller et de ne pas vous mettre en difficulté, de ne pas vous saboter, puisque si vous fixez trop d'objectifs, trop de choses à faire, au bout d'un moment vous allez vous épuiser et il y a de fortes chances pour que vous abandonniez tout. Donc on va pas prendre ce risque-là, on y va par étapes, petit à petit, et on priorise. Ça y est, on est arrivé à la fin de ce bilan de mi-année. Normalement, vous avez pas mal de pistes de réflexion et vous arrivez à la fin de ce bilan avec des choses à mettre en place, des actions à faire, que ce soit cet été si vous avez du temps à y consacrer ou à partir de la rentrée si vous prenez une pause estivale. Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette réflexion autour de votre activité, de faire le point, de préparer la rentrée sereinement, eh bien sachez que j'ai créé pour vous le cahier de vacances du thérapeute. C'est un e-book gratuit avec des activités à faire sur 5 jours pour être d'attaque à la rentrée et avoir toute votre stratégie qui sera prête pour septembre. Donc dans cet épisode, on a fait ensemble le jour 1 qui était faire le point sur vos objectifs. Le jour 2, c'est redéfinir votre cible. Le jour 3, faire le point sur vos offres. Le jour 4, faire le point sur vos conditions d'exercice de votre pratique, sur votre environnement, sur votre formation, etc. Le jour 5, faire le point sur votre communication. Donc là, ça va être adapter votre stratégie par rapport à tout le travail qu'on a fait en amont. Et donc chaque jour, vous avez des questions, vous avez des exercices pour vous aider à y voir plus clair et à dessiner votre stratégie pour être vraiment d'attaque à la rentrée. Et ça vous permet d'avoir un plan d'action du coup très clair, bien défini, bien structuré. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien
pour télécharger ce cahier de vacances du thérapeute, soit en dessous de la vidéo, soit dans la description du podcast. Je vous souhaite une belle réflexion sur votre activité, un bel été, je vous souhaite d'arriver à déconnecter un petit peu aussi. Et nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes de TerraTalk. Si vous avez des questions ou des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans le podcast, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo ou à m'envoyer un DM sur Instagram. Le nom du compte, c'est TerraTalk aussi. Et je prendrai ça en compte pour les épisodes de la rentrée. Je vous souhaite un super bel été. C'était Jessica de Novadis Formation.